très chouette de vous retrouver dans cette première réunion de la communauté des anciens du cours et des pas si anciens que ça. Donc, n'hésitez pas à interagir à tout moment à travers le chat qui est ouvert et sur lequel normalement vous devez pouvoir intervenir à tout moment. Je verrai vos interventions et soit je les prendrai en temps réel, soit on les regroupera dans des temps de discussion. Et on aura donc effectivement des temps de discussion. Je vous propose le plan suivant, donc partager avec vous les résultats du sondage. Je les avais juste esquissés dans mon mail à tous. Aborder en une vingtaine de minutes, une quinzaine de minutes, la problématique des cultures et de la conduite du changement et voir comment on pourrait aller plus loin ensemble sur ce sujet-là. En thème de discussion ouverte, à nouveau, à mon avis, de l'ordre d'un quart d'heure, une demi-heure, conduite du changement et télétravail, à partager nos expériences, nos difficultés, nos problèmes avec ça et comment nous les avons résolus. Et puis, à la fois pour clore cette session et préparer la prochaine rencontre, je partagerai dans le chat un lien sur un fichier d'évaluation et de vote pour les prochains sujets. Voilà. Donc, résultat du sondage en 2 mots. 36 réponses, 38 moins moi, donc je me suis enlevé dans le fichier. Toutes les réponses sont anonymes, mais une majorité d'entre vous, en fait, avaient utilisé la question non ou la question email pour laisser vos coordonnées. Donc, 22, vous avez répondu, je souhaite participer régulièrement, 12 occasionnellement, et 2 ont pris le temps de répondre pour dire qu'ils n'étaient pas intéressés. Donc, un grand merci à ces deux-là qui ont quand même fait le choix de répondre. Sur les dates, vous avez été très, très partagés. Et donc, j'ai gardé le premier lundi du trimestre qui venait légèrement en tête avec 19 voix, le suivant en ayant 13, mais ce n'était pas une avance phénoménale. Par contre, là où il y a une avance absolument phénoménale, c'est sur le créneau horaire. Clairement, 18-19 est votre créneau très largement privilégié, 30 votes contre une dizaine au suivant. Même si ça bloque pour 2 d'entre vous qui m'avaient écrit derrière, d'où la nécessité d'être capable d'enregistrer. Donc voilà pour les questions, j'allais dire entre guillemets fermées. Pour les questions ouvertes, j'ai eu plus de 20 réponses. Une fois de plus, un très grand merci. Très, 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 très variées. Et on retrouvera le fruit de cette variété dans les propositions que vous trouverez dans la feuille de vote et d'évaluation en fin de séance. J'ai repris toutes les suggestions que vous aviez faites. J'en ai rajouté 1 ou 2 de mon cru. Et donc, vous pourrez voter. Et donc, le gagnant du jour, ça a été cette notion de culture et conduite du changement, culture et notamment culture lors du rapprochement de 2 sociétés, de 2 entités qui a eu sous ce vocabulaire-là ou un autre vocabulaire 3 ou 4 votes. Donc, on va aborder ce thème aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de l'aborder comme une introduction en 2 temps. Dans un premier temps, pourquoi est-ce que la culture, c'est une dimension importante à comprendre pour la conduite du changement. Et dans un deuxième temps, culture d'entreprise, rapprochement et comment travailler avec les cultures d'entreprise lorsqu'on veut créer une nouvelle culture, quand 2 sociétés se rapprochent ou converger 2 entreprises vers une culture cible. Et donc, ça sera le deuxième thème. Ça ouvre des portes, ça ne traite pas l'intégralité des sujets. Et ce que je vous proposerai, c'est d'avoir en fait des petits ateliers d'une demi-heure. Donc, première question vraiment basique et vraiment centrale, c'est en fait pourquoi est-ce que la notion de culture est importante en conduite du changement.
Et j'aimerais bien que vous utilisiez le chat pour simplement donner une ou deux idées chacun de pourquoi comprendre les cultures, pourquoi intégrer la dimension culturelle et critique en conduite du changement. Donc, n'hésitez pas à utiliser la discussion ou à vous démuter et à partager verbalement. Bonsoir à tous. Oui, Bon, bah, Alain. moi, je vais parler parce que ça va être plus Ouais. rapide que de taper. Alors, c'est mon côté old school. Pour moi, effectivement, ce qui est important dans la culture, c'est que ça va être un déterminant, à la fois un déterminant, mais aussi soit un levier, soit un frein à toute démarche de conduite du changement. Je m'explique, c'est qu'effectivement, si on a une culture qui est forte, on va pouvoir éventuellement l'utiliser pour favoriser la transformation, ou alors il va falloir essayer peut-être de la transformer, de la changer pour pouvoir permettre la transformation. Merci Alain. Donc une culture comme un socle qui permet soit de faciliter la transformation, soit qui la rend compliquée, sur lequel il faudra travailler. C'est un socle commun, dit Richard. C'est entre autres les valeurs de l'entreprise, mais pas seulement. C'est beaucoup plus que ça. Ça peut être aussi les valeurs des femmes et des hommes qui composent l'entreprise dans les différents lieux où elles sont, dans leurs différentes origines sociales, religieuses, etc. Donc la culture, c'est celle de l'entreprise, mais aussi celle des femmes et des hommes de l'entreprise. Et donc, vous êtes centré sur une dimension là dans tous vos commentaires. Merci Majdoline également, pouvoir s'adapter aux collaborateurs dans leur environnement. C'est donc ce côté, il va falloir en tenir compte. Ça va être un frein ou ça va être un levier. C'est aussi un élément dont il faudra tenir compte dans les techniques de communication qu'on va employer. Dans des cultures qui sont très rigides, très fonctionnalisées, très bureaucratiques, un certain style de communication va être plus naturel. Dans des cultures plus jeunes, plus dynamiques, d'autres styles seront plus importants. De la même manière, si vous êtes dans une entreprise, par exemple, une entreprise de construction, construction automobile ou chantier, vous allez avoir des gens dont la langue naturelle n'est pas le français. Donc, si vous ne faites qu'une communication écrite et en français, vous allez passer à côté de la communication. De la même manière, si vous avez, c'est très souvent le cas aujourd'hui, jusqu'à 5 générations en fait dans l'entreprise, les attentes en termes de style de communication sont extrêmement différentes du fait des cultures, et donc vous allez devoir comprendre quelles sont les cultures. Un tout petit rappel, on ne va pas l'aborder, c'est juste un renvoi au matériel que vous avez dans ce support qu'on développe après aujourd'hui. On a vu en cours déjà l'expérience des 10 petits singes et comment on peut avoir une culture on peut avoir un ensemble de comportements sans que les gens se souviennent ou sachent d'où vient ce comportement. Donc, une culture n'est pas quelque chose forcément de compréhensible par son origine, c'est quelque chose qui est et qu'il faut détecter. D'Herbemont a théorisé la culture autour du pacte implicite et de la marguerite sociologique, avec les rites, les routines, la structure, le système de contrôle, c'est-à-dire les éléments qui structurent la performance et qui gèrent le fonctionnement de l'entreprise en lien avec la structure de pouvoir qui clairement est parfois alignée avec les organigrammes, mais franchement, je serais tenté de dire c'est presque l'exception. Bien sûr qu'il y a les organigrammes, mais le pouvoir dans l'entreprise est souvent autre chose. Les influenceurs, dont on entend parler sans arrêt sur les réseaux sociaux, ça existe tout aussi bien dans l'entreprise. Donc, comprendre le pacte implicite, la marguerite sociologique de l'entreprise est important et ce n'est pas quelque chose que vous allez généralement trouver dans un document. C'est quelque chose que vous allez capter à travers des interviews des anciens, des interviews du management intermédiaire, des interviews du management de proximité. Parfois, vous pourrez vous aider de travaux qui ont été faits sur l'entreprise par des consultants internes ou externes, et c'est un coup de chance, mais qui arrive pas si rarement que ça. N'hésitez pas à regarder sur Internet ce qui est écrit, par exemple, dans Glassdoor, ou l'image que l'entreprise veut donner d'elle-même dans, par exemple, son site Facebook ou son site LinkedIn. Là encore, vous aurez des éléments de probablement
les mythes et les rites de l'entreprise, peut-être des éléments sur ces symboles, même presque certainement des éléments sur ces symboles, probablement pas grand-chose sur la réalité de la structure et la réalité du système de contrôle, sauf peut-être dans Glassdoor. Donc, tout ça, c'est un peu des rappels du cours. On ira un peu plus loin, mais je voudrais partager avec vous une autre définition que m'avait donnée un prof de l'INSEAD dans le programme que nous avons monté ensemble pour nos exécutifs d'Atos. Et avec un certain cynisme, Spencer dit la culture d'entreprise, c'est l'ensemble des attitudes et des pratiques qui conduisent à y réussir. C'est moins glorieux et moins académique que la marguerite sociologique, mais somme toute, c'est un angle d'attaque qui n'est pas inintéressant, surtout pour comprendre les logiques de management. Et pourquoi on ne peut pas ne pas y travailler aujourd'hui, c'est que la fameuse transformation digitale, elle ne passe pas, si j'ose dire, dans les schémas culturels traditionnels. Elle impose une nouvelle culture entre le fait d'interagir autrement, de travailler sur un écosystème et non plus sur la seule entreprise, et de travailler avec les collaborateurs, avec le télétravail, avec des aspirations différentes. Concrètement, il n'y a plus le choix que d'accompagner et, si possible, de conduire et pas simplement d'accompagner au sens de subir la transformation des cultures. Alors, comment est-ce qu'on peut regarder une culture? Il y a plein de manières de regarder une culture et la manière la plus basique de regarder une culture, c'est de se dire, mais de toute façon, dès que je communique avec le filtre, avec le prisme, avec le biais d'une culture. C'est ce que Paul Watzlawick a théorisé dans ses 5 axiomes de la communication. Et je voudrais les illustrer juste par une phrase toute bête que je vous laisse lire, parce que si je la lis, je pourrais la lire. Je voudrais parler avec vous de la prochaine organisation du service, dit un manager à un de ses collaborateurs. Mais je pourrais aussi vous le dire sous l'angle, je voudrais parler avec vous de la prochaine organisation du service ou de multiples autres tons. Et en fonction de ces autres tons, ce qu'on appelle les informations relationnelles, qui vont au-delà donc des mots, le regard, la distance, le niveau de langue que je choisis, les gestes, la distance à laquelle je suis de la personne, je vais passer un message complètement différent. Une certaine posture, certains gestes vont vouloir dire « Écoute, ton opinion est importante pour moi, je voudrais avoir ton opinion sur la nouvelle organisation. » Ça colle tout à fait avec ces mots-là. Mais ça peut aussi vouloir dire « Chouette, avec la nouvelle organisation, j'ai enfin trouvé le moyen de me débarrasser de toi. » Ou bien, ça peut vouloir dire « Il y a un problème avec la nouvelle organisation, en fait, j'ai besoin de ton opinion, mais en plus, comme je trouve ton opinion importante, je voudrais te promouvoir dans la nouvelle organisation. » Tout ça, ça colle avec les mots qui sont là. Les mots ne portent pas l'intégralité du message. 90% du message, dit Watzlawick, vient de la relation. Et cette relation, elle est fondamentalement culturelle. La distance à laquelle on va être, les tons de voix qu'on va employer, les gestes, peut-être même la posture globalement qu'on va prendre, le moment où on va choisir de passer le message, les mots qui sont là-haut, vont instantanément permettre au salarié de comprendre ce que son chef voulait dire. Il n'y aura pas besoin de lui faire un dessin. Il sait dans lequel des 3 schémas, le schéma, j'allais dire adulte-adulte, d'une confrontation d'opinion, le tu vas voir ce que tu vas voir, ou le je vais pouvoir te promouvoir, tu es très important pour moi, ça va être instantanément clair, même si les mots ne portent pas cette information-là. Alors, comment avancer en termes de culture face à l'importance de la culture? Comment préparer? Au-delà des cultures d'entreprise, sur lesquelles on reviendra dans un instant à l'occasion de la réflexion sur les rapprochements d'entreprises, la culture en général a été étudiée depuis, j'allais dire plus particulièrement depuis la globalisation des 20 dernières années du XXe siècle et de ce siècle là, maintenant.
L'un des travaux, j'ai deux auteurs préférés dans cet environnement-là. Richard Lewis, qui crée un modèle simple sur lequel il positionne tous les pays, qui est le modèle dit des linéaires actifs, multi-actifs et des réactifs. Linéaires actifs, c'est des gens qui aiment suivre une planification, tâche A, puis tâche B, puis tâche C, et pour qui le plus important, c'est l'information factuelle, la donnée. À l'opposé des multi-actifs, pour qui l'information relationnelle, l'émotion, le réseau interpersonnel est plus important que la donnée, plus critique pour l'atteinte d'objectifs. Et pour eux, faire différentes activités en même temps dans une forme de désordre créatif est vraiment leur élément de confort. Linéaire actif, vous allez imaginer quoi? Vous allez imaginer, je suppose, assez facilement nos amis allemands ou les Français du nord de la France ou les Américains. Multi-actif, vous allez imaginer les Français du sud de la France, l'Afrique, l'Italie, les Latins en général, puisque nous serions très tentés, je suppose, de trouver un synonyme à multi-actif qui serait peut-être latin. Le troisième pôle, le troisième extrême de ces archétypes, il nous est beaucoup plus étranger. C'est ce que Richard Lewis appelle les réactifs. Des gens qui attendent d'avoir la big picture, d'avoir compris les faits, mais aussi la perception des faits par les différents acteurs, pour, ayant cette vision globale, intervenir et intervenir seulement à ce moment-là. La perception de la réalité est sujette à analyse et ils n'interviendront que sur la base d'un consensus, ils n'avanceront que dans un consensus. En Europe, il n'y a pas grand monde qui soit dans cet archétype-là, si on est dans des archétypes géographiques. Dans une certaine mesure, la Finlande et les Finnois sont dans cette culture-là, mais il faut plutôt aller la chercher en Extrême-Orient, dans l'Asie du Sud-Est, typiquement le Japon, mais également une influence très forte sur les cultures de toute l'Asie du Sud-Est et de l'Inde notamment. Voilà une carte. Bien sûr, c'est une carte d'archétype. Chaque être humain avec lequel vous allez converser, nous allons converser, est différent. Parce qu'il a un métier différent, parce qu'il a eu une éducation différente, etc. Mais c'est quand même une dominante qui présente un et un seul intérêt, celui de pouvoir préparer des réunions en se disant, si j'ai 3 Indiens, 4 Chinois, 2 Américains, voilà probablement ce à quoi ils vont être sensibles, voilà comment je dois décoder leur message, voilà comment préparer les interactions que nous aurons. Et je voudrais qu'on aborde un deuxième angle sur ce thème de comment préparer et de comment interpréter avant d'entrer sur quelques exercices interactifs. Une deuxième grille d'analyse très directement opérationnelle, on la doit à Erin Meyer, Erin étant une professeure également à l'INSEAD. Et sur le site erinmeyer.com, vous pouvez fabriquer des tableaux du genre de celui-ci en choisissant les pays qui vous intéressent. Erin Meyer analyse les interactions selon 7 dimensions. La dimension de la communication, entre une communication qui serait fortement contextuelle ou une communication faiblement contextuelle. Qu'est-ce que ça veut dire fortement contextuelle? C'est typiquement ce que nous pratiquons couramment, nous autres Français. C'est typiquement, je ne vais pas vous mettre les points sur les i et les barres sur les t. Il y a des sous-entendus et vous le comprenez parfaitement, ces sous-entendus. Et si je me mettais à mettre les points sur les i et les barres sur les t, vous trouveriez que je vous prends pour des imbéciles et ça vous agacerait prodigieusement. C'est la même situation pour nos amis indiens, avec lesquels je travaille énormément depuis une vingtaine d'années. À l'opposé, vous avez des structures des communautés avec une dimension de la communication très faiblement contextuelle. En Europe, ça serait par exemple l'Allemagne ou dans une large mesure la Grande-Bretagne. Mais l'archétype du faiblement contextuel, c'est les Américains. Pour une raison très naturelle quand on y réfléchit, qui est que, en fait, l'Américain s'est construit alors que
il y avait des immigrants de toute nationalité, de tout pays. Et donc, c'était pas juste pas possible de simplement utiliser des sous-entendus. Chacun aurait eu des sous-entendus différents. Et d'où les Américains ont cette tendance à être extrêmement explicites dans leurs réunions. Et si vous voulez les convaincre, vous devez fournir des données, des faits et mettre les points sur les i, ne pas être hautement contextuel. Une autre dimension importante en termes d'interrelation, c'est comment fonctionner en termes de feedback entre des cultures où le feedback, en particulier le feedback négatif, doit être très enrobé, très indirect, très diplomatique, ou des cultures d'une extrême franchise dans le feedback. Typiquement, un feedback hollandais, c'est spoum, c'est factuel, c'est simple, il n'y a pas à se poser de questions. Sur le leadership, entre des leaderships très hiérarchiques, très égalitariens, sur les techniques de décision, en général, mais avec des exceptions, ça se rapproche de la notion de hiérarchie, mais la décision doit-elle être très top-down ou doit-elle faire l'objet d'un travail très consensuel? Et je ne développerai pas les autres, vous aurez du matériel dans le support de communication et je vous proposais d'avoir des ateliers d'une vingtaine de minutes pour développer comment préparer une réunion et pour développer ces différentes dimensions. Et j'aimerais que on ne reste pas évidemment dans un mode où je vous assène un certain nombre d'éléments pédagogiques et qu'on ait une vraie interaction. Donc, ce que je vous propose, c'est de répondre à cette première question via le chat ou en vous démutant. Quel risque, d'après vous, y a-t-il dans la communication quand un Français de 50 ans et une Indienne de 30 ans vont avoir une réunion de travail pour explorer des pistes et prendre un certain nombre de décisions ensemble? Qu'est-ce qui peut venir compliquer l'interaction comparée à une réunion entre deux Françaises ou deux Français de même âge et de même culture? Qu'est-ce qui pourrait, alors la langue, le vocabulaire, et qu'est-ce que ça va induire en termes culturels? Quels sont les biais culturels qui pourraient se produire et qui feraient qu'on ne se comprendrait pas au-delà de la langue et du vocabulaire? Imaginons que les deux sont parfaitement fluents en anglais et que parlons de culture. La posture, certes, qu'est-ce qui peut se produire? Histoire de vous aider un petit peu, je peux remettre ceci. Quand vous réfléchissez là-dessus, qu'est-ce qui va pouvoir se produire? Alors, Olivia, le français prendra l'absence de refus pour un accord, absolument. Il est certain que l'indienne ne refusera rien. C'est totalement inimaginable de refuser un travail ou une position pour deux raisons. D'une part, parce que la culture indienne est une culture de croissance et donc absorber un nouveau travail, on y arrivera toujours, on se débrouillera toujours, on ne dira jamais non. Donc, première raison, une absence de refus n'est pas un accord, et même un accord ne veut pas dire que la chose est possible. La deuxième raison pour laquelle le refus est impossible, c'est une notion hiérarchique. Un homme de 50 ans face à une femme de 30 ans, on est dans une structure qui est restée tout de même avec une hiérarchie d'âge. Donc, vous aurez un vrai problème ici, qui est que, là encore, le français risque d'imposer sa volonté sans le faire exprès, simplement parce que la personne en face ne lui dira pas non. Donc, oui, il y a cet aspect sur la promesse engagement, mais il y a surtout ce risque que, en fait, il y ait eu une absolue non-communication entre les deux, un non-accord, voire une opposition qui ne s'est pas exprimée. Et donc, comment vous pourriez traiter ceci? Comment pouvez-vous détecter qu'il y a en fait un désaccord? Non. Comment proposez-vous une approche différente? Comment faire exprimer le désaccord? Effectivement, Olivia, l'une des méthodes possibles, c'est comment allez-vous faire pour réaliser cet objectif? Je suis sûr que c'est une bonne technique. Dans mon expérience, il faut peut-être même aller un cran plus loin, parce que, mais ne t'inquiète pas, Jean, on y arrivera, peut être la réponse et vous n'avez pas gagné. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez faire pour aller un peu plus loin sans devenir
agressif, bien évidemment, sans être négatif. Que pourriez-vous faire pour poursuivre la piste qu'Olivia a ouverte de comment faire pour réaliser cet objectif? Peut-être demander à l'un et l'autre de décrire la situation telle qu'elle sera à l'arrivée. Ouais, par exemple, c'est possible. Une autre chose également, quel KPI, mon expérience des KPI cross-culture, c'est que vous arrivez généralement à des pastèques, où l'extérieur est très, très vert et l'intérieur très, très rouge. Quel est ton plan d'action? Quels sont tes indicateurs? Je ne vous recommande pas forcément les indicateurs, mais quel est ton plan d'action? Et je vais même vous offrir un petit truc là, ça serait même de quoi as-tu besoin pour réussir ce que tu viens de dire? Et là, c'est une question ouverte, c'est une question sympathique, de quoi as-tu besoin? Et si réellement ce n'est pas possible, la personne va vous dire en face, bah, écoute, j'ai besoin de ça. Et là, tu vas pouvoir creuser un peu plus. Comment est-ce que tu pourras obtenir cette expertise, ces ressources, etc. Ouais, il faut s'améliorer, on ne va pas dans la bonne direction, il y a un gap entre ce qui est attendu et ce qui est fait. Il faut que tu bosses avec l'équipe, tu es hors des clous, ton fonctionnement avec l'équipe n'est pas acceptable. C'est dit gentiment, mais c'est probablement un gros voyant rouge sur le fonctionnement intégré d'une équipe. Et c'est pas tout. Si on veut parler du sujet que 2 sur 3 d'entre vous vouliez qu'on aborde un peu plus, parlons des aspects culturels dans l'intégration d'entreprise. De la même manière qu'il y a des modèles qui vont nous aider dans le multiculturel avec Richard Lewis, avec Erin Meyer qu'on a vu là, avec Hofstede, par exemple, qui est également un auteur important dans le domaine. Il y a deux modèles intéressants pour analyser et rapprocher une culture d'entreprise. On ne va pas les développer, je vous enverrai du matériel sur les deux, mais je vais plus les introduire parce que l'un comme l'autre peuvent vous être utiles et ont des utilisations un peu différentes. Et puis, on fera un petit tour de table d'idées pratiques que je lancerai avec deux petites idées pratiques que je sors de mes expériences et j'aimerais beaucoup profiter de vos expériences et qu'on commence à partager. Premier modèle assez, le mot français m'a échappé, un modèle très global qui est le modèle des valeurs en compétition, competing values, inventé par Cameron et Quinn dans les années 90. Que vous trouverez en cherchant soit sous le sigle de l'outil qu'il supporte au CAI ou sous l'appellation Competing Values. Vous trouvez facilement sur Internet des grilles d'analyse. En fait, l'idée fondamentale de Cameron et Quinn, c'est que à travers un ensemble de questions, on peut explorer 6 dimensions. Les caractéristiques fortes, le modèle de leadership, le style de management des employés, ce qui fait que les gens sont ensemble et que le système fonctionne, sur quoi l'entreprise met l'accent en termes de stratégie et qu'est-ce qui est considéré comme des critères de succès. Et ces 6 axes, en fait, on peut les ramener sur un tableau à 4 cadrans. Vous vous souvenez à quel point les consultants aiment bien les tableaux à 4 cadrans.
que ce soit pour un SWOT, que ce soit pour toutes sortes d'analyses, et pour la priorisation des parties prenantes dans le cours conduite du changement, avec même 2 modèles de cadrans là. Ici, 2 axes. L'axe horizontal, à gauche, un focus, une focalisation sur l'interne et sur le être ensemble avec une identité forte. À l'opposé, à droite, un focus vers l'extérieur, vers la différenciation des collaborateurs, donc quelque chose qui va être du domaine de chercher à être le meilleur et être tourné vers le client. À droite, et à gauche, quelque chose qui sera beaucoup plus dans la reproduction d'un comportement attendu qu'on associerait à probablement la bureaucratie au sens organisationnel du terme, versus la start-up ou versus les entreprises plus récentes. Mais en fait, il ne faut pas forcément entrer dans une logique de jugement qui ne conduit pas à grand-chose, mais beaucoup plus être ici dans une logique de qu'est-ce qui fait que l'entreprise réussit sur son marché, dans son écosystème. Est-ce qu'elle doit être perçue comme une force de stabilité ou comme une force de transformation? Et ça amène très naturellement au deuxième axe dans l'écosystème. Est-ce que ce qui est clé, c'est la flexibilité ou est-ce que c'est la stabilité et le contrôle? Et donc, vous avez un axe interne-externe, un axe stabilité-changement, et à travers la batterie de questions, 20, 50, 60 questions, suivant les tableurs que vous allez trouver sur Internet, vous pouvez chercher à positionner l'entreprise. Pourquoi positionner l'entreprise? En fait, positionner l'entreprise n'a pas grand sens. C'est sympa pour comprendre, mais on ne cherche pas à comprendre. En conduite du changement, vous et moi, on cherche à influencer, à faire changer. Et donc, ici, ce qu'on va faire, c'est de comprendre d'où on part et de comprendre quel est l'état désiré. Et cet état désiré, on va voir l'écart entre les deux. Ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à un truc de ce genre-là, où on est aujourd'hui dans un schéma très clanique, avec flexibilité, mais très tourné sur l'interne. On veut aller beaucoup plus vers le market, vers l'ouverture aux clients, vers la compétition. Vous voyez le parallélogramme se déformer, le parallélogramme rouge actuel, vers un schéma qui serait plus équilibré sur ces différentes dimensions. Mais on peut aussi utiliser ça en disant « Oula, cette entreprise est en vraie difficulté, on sent que quelque chose ne va pas parce que des intégrations n'ont pas fonctionné peut-être, peut-être parce que les résultats ne sont pas là, peut-être parce que la culture qui était bien adaptée à l'écosystème tel qu'il était dans le passé ne l'est plus aujourd'hui. » Et donc, avoir avec le management des ateliers de travail sur comment ils se perçoivent aujourd'hui et comment ils auraient besoin d'être pour réussir demain, va permettre d'initier un plan de conduite du changement culturel, qui est un plan à long terme. On ne change pas la culture dans un claquement de doigts, on parle de 2 ans, 3 ans en général, mais on parle d'un changement très global, un changement de style de communication, de modèle de leadership, de manière de gérer la performance, de changement peut-être de processus. Bref, on doit engager une dimension extrêmement globale et donc des projets de conduite du changement un peu particuliers, mais bigrement intéressants. C'est très passionnant, c'est potentiellement très lourd à mettre en place. C'est une démarche qui est typiquement top-down. C'est typiquement une démarche dans laquelle on va commencer par interviewer des managers sur où ils veulent aller et où ils sont aujourd'hui dans la perception d'une stratégie. C'est riche, mais c'est compliqué. Si on veut chercher à faire quelque chose d'un peu plus simple pour converger des managers lors de l'acquisition d'une entreprise ou d'un rapprochement, on utilise de plus en plus le modèle de Shine, qui est contemporain d'ailleurs des travaux du modèle OCAI, et qui regarde sur une poignée d'axes, disons 3, 4, 5,
là, entre des pôles, des extrêmes, comment les managers se perçoivent et comment ils aimeraient être. Vous avez ici un exemple de 5 axes. Il y a différentes variantes du modèle de Shine. Celui-ci est celui que nous avons utilisé dans une intégration il n'y a pas très longtemps. La première question, c'est est-ce que c'est nous qui influençons l'environnement ou est-ce que nous sommes sur un type de marché, un type d'activité qui est victime, entre guillemets, de son environnement. Donc, nous influençons, nous sommes influencés. Les objectifs déterminent vraiment ce qui est vrai et ou bien nous sommes dans une vérité qui vient moins des faits que des perceptions et des valeurs. Vous sentez qu'on rejoint quelque chose qui était exprimé tout à l'heure sur la notion de contextualité et de linéaire active versus multi-active. Une perception de l'homme. Est-ce que les valeurs sont autour de l'homme évite de bosser, il faut le pousser pour qu'il réussisse, ou au contraire, il suffit de le stimuler parce qu'il a vraiment envie de réussir, le potentiel est au cœur de l'homme. La priorité, c'est le développement des individus ou c'est l'atteinte des objectifs. Le contrat social et les contacts entre les gens, le fonctionnement collectif, c'est un atout parce que ça génère de la performance chez les employés ou au contraire, le temps perdu à faire du social est réalisé au détriment de l'efficacité. Quel que soit votre modèle et le mien, c'est extrêmement difficile de ne pas avoir l'impression qu'il y a un côté qui est bien et un côté qui n'est pas bien. Un côté qui fait du sens et qui parle à nos valeurs ou qui ne parle pas à nos valeurs. Ouais, mais il faut s'abstraire de ça. Parce que ce qu'on cherche à observer, c'est précisément l'inverse. On cherche réellement à observer comment les gens se positionnent l'entreprise avec leur diversité. Et le fait d'être à droite ou à gauche n'a aucune connotation politique, sociétale ou autre. Il faut bien les mettre d'un côté ou de l'autre de l'axe, c'est tout. Il n'y a pas de signification et il n'y a pas un bloc, tous les trucs qui seraient plus modernes, tous les trucs qui seraient modernes, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas du tout le sujet. Et il n'y a pas de jugement du tout dans ce schéma-là. Qu'est-ce qu'on obtient en faisant les ateliers? En faisant les ateliers, on va demander à des groupes de managers, 6, 8, 10 managers, guère plus, pour moitié venant d'une structure, pour moitié venant d'une autre structure, de dire moi, aujourd'hui, je pense que je suis là, que la société à laquelle j'appartiens est là, et j'aurais envie qu'on aille là parce que c'est en allant là qu'on sera successful demain. Et ainsi de suite. Et vous obtenez quelque chose qui, en réalité, axe par axe, ce que nous voudrions être, ce que nous sommes et ce que les autres… oui, j'ai oublié d'évoquer ça. La perception des autres. On va demander aussi aux gens, OK, vous, moi qui suis dans la société, je pense que nous sommes comme ça. Mais le marché, nos clients, nos partenaires, les consultants, ils nous voient comment? On le sait assez bien. On n'a pas forcément besoin d'aller sur Glassdoor ou sur différents sites pour le percevoir. Et donc, en fait, chacun va positionner le curseur et vous aurez autant de valeurs de curseur qu'il y a de participants sur là où il pense qu'il est, la flèche rouge, là où il pense que les autres nous perçoivent, et ça peut être très différent. La perception des autres et notre perception de nous-mêmes peut être extrêmement décalée et on peut être conscient de ce décalage-là, et puis où il a envie d'être pour que l'entité soit en situation de réussir demain. Et on fait ça pour chacun des axes. Là, j'ai gardé 5 axes. Vous avez des modèles un peu plus riches, un peu moins riches, des déclinaisons de Shine plus ou moins riches. Et pratiquement, si vous faites ça dans de très grands groupes avec des très nombreux managers, vous pouvez avoir pour chacun des axes des courbes de ce genre-là, parce que chacun des managers va répondre différemment. Et vous allez simplement avoir une perception dominante de ce que nous voulons être, de ce que nous sommes et de ce que les autres perçoivent. Ce sont des données réelles d'études sur des grands nombres de personnes pour un grand groupe multinational. Vous voyez qu'on a vraiment une espèce de continuum et ce sur quoi on va travailler en termes de conduite du changement, c'est les sommets. Mais si c'est très flat, c'est très plat, on va en tenir compte en se disant
un des travaux va être de ramener à une perception commune qui sera l'ensemble de valeurs que l'on souhaite avoir dans l'entreprise, au moins en cible. Et si c'est très plat, ça sera très compliqué pour vous et moi en tant que conducteur du changement, parce que l'écart entre la cible et le point de départ sera extrêmement varié selon les personnes. Donc, adapter la communication à des points de départ différents, vous le savez comme moi, c'est l'un des trucs les plus difficiles. Ça justifierait d'avoir un petit atelier sur ce thème-là un peu plus tard ensemble. Quand on le fait en réalité avec des structures pas très grandes, ça vous donne en réalité un truc de ce genre-là, où vous avez les 5 axes, où vous avez un rond d'autant plus gros qu'il est à un emplacement où plusieurs personnes ont voté à peu près la même valeur. Et vous voyez par exemple que sur cet exemple tout à fait réel d'une intégration de 2 sociétés, vous aviez clairement une volonté de cesser d'être des victimes de l'environnement qui réagissent en produisant les bons systèmes, les bons produits en fonction du marché, mais en étant vraiment des influenceurs de ce marché, en faisant de la R&D, en faisant du consulting et en ayant un gros travail d'influenceur sur les décideurs de ce marché, qui est un marché un peu spécial dans le domaine de l'informatique. Sur où nous sommes aujourd'hui, vous voyez que les gens se percevaient assez clairement comme étant un peu partout, mais plutôt du côté influencé. Mais clairement, ils avaient la conscience que nous avions conscience que nous étions perçus comme des suiveurs. Si on regarde sur le côté objectif, mais évidemment, il y a une corrélation entre ces 2 dimensions, donc une volonté de vraiment piloter par objectif plutôt que de simplement écouter nos croyances. Et là, c'était quelque chose d'extrêmement ouvert et partagé. De manière intéressante, si on avait regardé, et là je ne pouvais pas me permettre de le faire, les 2 entreprises qui étaient en question, on aurait vu que sur le lien suivant entre la perception de l'être humain comme un être qu'il faut pousser ou un être qui a envie de grandir et de faire avancer les choses, les 2 structures avaient des perceptions extrêmement différentes, mais convergeaient sur le fait qu'en fait, ces 2 postures n'avaient pas tellement de sens et qu'avoir un archétype manichéen, les gens sont paresseux, les gens sont fantastiques, n'allait nulle part et qu'il fallait accepter la diversité des gens et avoir une posture beaucoup plus ouverte, alors que il fallait enabler, il fallait responsabiliser les gens davantage pour les amener progressivement vers ce côté stimulation, mais en étant bien conscient qu'on partait d'une perception partagée. Des réactions, des commentaires, soit en vous démutant, soit avec le chat. J'ai fusionné volontairement les perceptions des 2 entreprises-là parce que je craignais une difficulté de confidentialité sinon. Et vous voyez qu'on a en général des écarts assez significatifs entre sa perception et l'endroit où on veut être, qui avait donné lieu à des programmes de développement des managers, de développement des règles relatives à la gestion de la performance, par exemple, et relatives également aux formations, à la fois formation managériale, mais également formation de développement individuel qui ont été mis en place dans la société. Deux petits tips, et on a horriblement dépassé l'heure, mais je m'en doutais un peu avec le sujet. Deux petits tips. Un sur la pratique. J'ai trouvé un jour une étude qui m'a paru très pertinente sur quelle communication écrite, quel style de communication fonctionnait bien dans une acquisition de société. Et le même message avait été passé en utilisant 4 formats différents, en utilisant les codes graphiques et visuels. C'était un message à envoyer aux salariés de l'entreprise qui venait d'être acquise. En gros, pour leur souhaiter la bienvenue et leur expliquer ce qui allait changer pour eux.
Donc, envoyé par la nouvelle entreprise aux salariés de l'ancienne entreprise. Et les tests qui ont été faits à cette occasion-là, c'était soit d'utiliser les chartes graphiques de l'ancienne société pour envoyer le message, ou envoyer les chartes graphiques de la nouvelle société, et de faire référence, vous allez voir, on revient à nos 4 cadrans, quatre choix possibles, d'utiliser et de référencer les valeurs de la nouvelle entreprise ou de référencer les valeurs de l'ancienne entreprise. Qu'est-ce qui a le mieux marché à votre avis? Ancien code graphique, ancien, donc AA, ancien code graphique, ancienne valeur, nouveau code graphique, nouvelle valeur, NN, ancien code graphique, nouvelle valeur, AN, nouvelle code graphique, ancienne valeur, NA. Olivia a voté. D'autres postures? Qu'en pensez-vous? Nouveau pour Séverine. D'accord, Olivia pour Alain. Nouveau, ancienne, vous êtes très fort. Effectivement, ce qui a de très loin le mieux fonctionné, c'est d'utiliser la nouvelle charte graphique, la nouvelle identité d'entreprise et de l'ancrer dans les anciennes valeurs et en disant bah, c'est en partant de ces anciennes valeurs qu'on va construire le succès de la nouvelle entreprise parce que c'est une valeur ajoutée importante, etc. etc. Donc, NA est effectivement de très loin le bon outil pour communiquer. En termes de meeting, dans plusieurs des promotions, on a vu ensemble, et je vous propose, pour ceux qui ne l'ont pas vu, de faire un mini-atelier. Je vous enverrai des créneaux pour les différents mini-ateliers que je vous propose, qui sont des trucs d'un quart d'heure, 20 minutes. C'est la notion d'open café. C'est de réunir des gens des deux structures pour travailler ensemble à répondre aux questions qu'eux-mêmes amènent et avec une approche très structurée. Cette approche est extrêmement efficace. Moi, je l'ai utilisée plusieurs fois dans des structures de transformation et en particulier dans des rapprochements de société. Ça permet vraiment de créer une relation forte entre managers de sociétés différentes. Et je vous propose de vous démuter et d'utiliser le chat selon ce qui est le plus confortable pour vous pour aborder d'autres points que vous avez vu faire ou des questions que vous avez sur cette notion d'accompagner le rapprochement de société, le rapprochement de culture. J'ai une petite question, Jean, s'il te plaît. Juste, oui, Alain. c'est un petit pas en arrière. Comment c'est fait? Comment as-tu fait ou avez-vous fait pour tester les combinaisons dont tu parles sur les anciennes valeurs, la nouvelle charte graphique? Alors ça a été l'objet dans la fusion de deux groupes d'un travail fait. En fait, je reprends le travail fait par le professeur Spencer Harrison de l'INSEAD. Ils ont segmenté les messages qu'ils allaient envoyer. Ils ont fait 4 tests. Ils ont envoyé 4 formats NN, AN, etc. à 4 populations différentes. Et ils ont regardé pour le même message, puisque le contenu, la demande était la même. Ils ont posé ensuite des questions du style « Qu'avez-vous retenu? Est-ce que vous avez suivi la formation qui était proposée ?» Puis il y avait 2 autres choses à faire qui étaient demandées dans le message. Ils ont regardé quel avait été l'impact. Et donc, ils ont regardé l'impact objectif, entre guillemets, en termes d'actions déclenchées, plus une question, la question était quasiment lequel vous êtes-vous senti accueilli dans le message qui vous a été envoyé. Donc, un truc beaucoup plus émotionnel. Et donc, le côté émotionnel, comme le côté suivi des actions, était sans ambiguïté sur le nouvelle charte, ancienne valeur, comme étant la solution qui permettait d'atteindre les gens. Donc, Merci pour… il y avait une population suffisamment large pour Ouais. qu'ils puissent prendre des échantillons en fait, et faire le test au début. Absolument. C'est exactement comme si vous avez fait un test AB en marketing. La population était… c'était c'était une très grande multinationale. Donc, effectivement, c'était sans problème pour faire le test AB.
Merci pour ta réponse. Je t'en prie. D'autres questions, d'autres éléments que vous avez pu vivre ou d'autres difficultés que vous avez pu rencontrer dans des rapprochements? Je sais qu'on a dépassé l'heure, donc je comprends. Voilà, c'était l'espace des questions. J'avais envie de faire un petit clin d'œil avant d'ouvrir la partie vraiment conversation sur le télétravail, mais je vous propose qu'on fasse non plus des choses, de peut-être pas aller en trimestriel, mais de faire un truc en mensuel. Et donc, on se retrouve les premiers lundis du mois parce qu'on a largement de la matière. J'aime beaucoup ce petit strip avec Mimi et Eunice. Vous connaissez ou vous ne connaissez pas, c'est des petits strips que vous trouvez sur Internet assez facilement, qui touchent généralement au leadership, à la culture ou à la psychologie, mais souvent avec une dimension relation interpersonnelle et leadership. Et vous avez Mimi qui dit à Eunice, le futur va être fantastique. Eunice, le futur va être horrible. Et le futur qui leur répond à tous les deux qu'ils n'ont rien à faire de leur opinion. Et je trouve que c'est un peu intéressant quand on réfléchit sur les cultures. On part de perception et on a vraiment besoin d'avoir une stratégie. On sait très bien que la stratégie sera dévorée toute crue par les cultures. Mais d'un autre côté, si on n'a pas une vision d'où on veut aller, ça va être très, très compliqué. Et vous allez avoir dans un changement culturel des gens qui vont être en rejet parce que leur système de valeurs était important, était clé pour définir leur travail et leur posture au travail. Vous allez trouver les deux, great, awful, super, horrible. Il va falloir accompagner effectivement parce qu'on touche à des dimensions émotionnelles dans les changements culturels. On abordera la conduite du changement purement sous l'angle, cette fois-ci, du conversationnel, sans présentation dans notre prochain call, si vous le voulez bien, que je vous propose donc dans un mois, le premier lundi du mois prochain. Et je vais mettre dans la conversation le lien qui est là pour un débrief de la séance et pour que vous puissiez choisir le sujet, non pas de la prochaine, puisque la prochaine, ça sera ce qu'on n'a pas traité sur télétravail, mais de la suivante. OK? OK. Parfait. Et d'ici là, j'aurais trouvé une solution qui ne soit ni les problèmes de Teams, ni les problèmes de Zoom, ni voilà. J'ai une piste que je n'ai jamais utilisée, donc à tester. Merci à tous. Jitsi, ça marche pas mal. Voilà, c'est le nom qu'on m'a donné. Donc, je vais effectivement essayer, Olivia. Et donc, comme tu connais, si je suis perdu, je t'appelle au secours, si tu veux bien. Merci Avec beaucoup, plaisir. Olivia. Jitsi, exactement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je mets le lien vers l'évaluation, etc., dans la conversation WhatsApp. Et on a encore quelques minutes. Donc, si vous avez des questions, vous êtes totalement welcome. Sinon, il est déjà tard. Désolé de vous avoir tenu plus longtemps. Mais c'était un gros sujet qu'on avait mis sur prix pour la première séance. Non, juste un grand merci à toi, Jean, je t'en prie. pour cette initiative, animer ça. Je pense qu'on est tous ravis d'être là. Et puis, ce qui va venir aussi, d'avoir l'occasion d'échanger avec d'autres personnes. C'est une très, très belle opportunité. Donc, merci beaucoup pour cette initiative. Merci, Alain. Merci à tous. Bonne soirée. Merci Pour beaucoup. toi, Kélia. Bonne soirée. Repose-toi bien. Travaillez bien et bon courage. Salut. Merci. Salut. Salut. Merci, Jean. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.